C'est Boris Indécent, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce samedi 25 mars après une semaine très agitée sur les marchés financiers et notamment avec la crise bancaire. Ça s'est relativement bien passé pour moi et du coup ça m'a même donné envie en fait de prolonger la chose et de vous faire une vidéo justement sur les bancaires puisque c'est le sujet brûlant du moment et donc je vais prendre quelques bancaires et faire une analyse technique et systémique dessus. En préambule, on m'avait posé la question au mois de novembre 2022, donc à la fin de l'année dernière, euh, ce que je voyais pour la BNP et la Société Générale et sur la Société Générale en analyse technique et systémique. Donc j'avais répondu en fait le 22 novembre. Donc à l'époque c'était sur BNP et j'avais expliqué elle était à combien elle était à ce moment-là BNP. Elle était à 52, 44. Et on m'avait posé la question et j'avais répondu en fait que c'était une belle zone de prise de profit puisqu'il y avait un cluster en fait au niveau des résistances et qu'elle pouvait perdre entre moins 30 et moins 40% si les prix s'arrêtaient là. Donc c'était à la condition que les prix s'arrêtent là. Et puis elle a continué, hein, au final, elle est remontée sur son ATH. Euh, donc voilà pour BNP à l'époque. Et Société Générale, qui était à peu près dans la même configuration, mais un peu plus dégradée, qui elle rencontrait un cluster aussi. Et du coup, j'avais quand même dit en fait que sur Société Générale, il y avait un non-croisement baissier trimestre possible. Il n'était pas encore acté, pas encore visible, parce que ça aurait été sur la prochaine période, et la prochaine période, c'est celle dans laquelle nous sommes euh, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le premier trimestre 2023 en fait, puisque là on le voit, hein, à l'écran, moi j'ai toujours une période anticipée sur les indicateurs justement pour pouvoir anticiper et donc je voyais bien en fait que les prix ne franchissaient pas M20 trimestre et la clôture moins cette période trimestre avec une zone de résistance ici au niveau des clôtures moins cette période année et M7 année, donc unité de temps annuelle, c'est quand même une grosse résistance. Donc en tout cas, mes configurations au mois de novembre étaient déjà baissières. Alors ça n'a pas empêché, avec le rebond du CAC notamment en début d'année, qu'on ait une très belle progression des bancaires entre-temps, ça ne l'a pas empêché, et pourtant aujourd'hui ça n'empêche pas en fait que ces configurations baissières soient et restent toujours présentes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Alors là, le Bitcoin, on parlera en fin de vidéo. Et donc du coup, on va se mettre sur Société Générale immédiatement. Voilà. Alors Société Générale, donc du coup, je remonte la petite flèche là pour qu'on voit bien. Et puis il y avait la clôture moins cette période juste là. Voilà. Donc on voit que Société Générale, en fait, elle est capée, les prix sont capés par M7 année juste ici, ça correspond aux deux flèches rouges. Donc on a une résistance. Et surtout ce qu'on voit, c'est le non-croisement baissier en fait M7, M20 ici en trimestre. En fait, c'est la configuration la plus importante du graphique parce qu'on connaît en fait les objectifs de ce type de configuration. Vous avez en premier objectif le SAR ici qui se situe autour de 17,40 € et juste en dessous vous avez la bande de Bollinger basse. Voilà. Donc ça c'est la pattern à regarder. La bande de Bollinger basse aujourd'hui elle est à 11,62 et si je dis pas de bêtises là à la fin du mois de mars au prochain trimestre elle sera aux alentours de 12,50 €. Donc ça c'est la pattern, elle est baissière avec notre résistance là. Donc moi quand je vois un truc comme ça je n'achète surtout pas.
surtout pas acheter ce genre de choses. Les non-croisements baissiers ont un taux de réalisation qui est très important, hein. C'est autour de 80%. Donc ça veut dire qu'il y a vous avez 4 chances sur 5 de venir taper le SAR ici et en extension la bolle basse. Et ça, ce sont les objectifs primaires d'un non-croisement baissier, puisqu'un non-croisement baissier, ça peut durer très longtemps. Et tant que ce non-croisement baissier dure, en fait, que cette M7 et cette M20 continuent de baisser, les prix baisseront aussi également. Donc ça, c'est la pattern de fond. À plus court terme, on voit qu'on a eu un croisement fort cette semaine, donc euh, enfin qu'on est sur le point de provoquer un croisement fort ici en semaine. Donc la possibilité que les prix continuent à chuter. La M7 ici mensuelle repasse baissière. On est en phase 1. Il suffirait qu'on descende un peu plus là. Et en gros, les bols s'écarteraient pour Société Générale. Donc pour Société Générale, pour contrôler en fait la validité de cette pattern et de ce short, en gros, donc, en tout cas parce que moi je l'ai shorté, vous avez la clôture à moins cette période de la prochaine période trimestrielle qui est située à 27,19. Tant qu'on ne passe pas au-dessus des 27,19, c'est-à-dire avant la fin du mois de mars, vous pouvez considérer et acter qu'on est bien bel et toujours bien dans ce non-croisement baissier. On voit ici que la M20, pareil, en semestre, elle est baissière. Ici, on a une phase 3 journalière. Bon, pour l'instant, on ne fait pas de plus bas que le plus bas de la phase 2 baissière en daily. Mais en tout cas, là, tout est orienté à la baisse. Et surtout avec cette pattern-là, on peut faire un plus bas et on devrait faire un plus bas. Donc voilà pourquoi je n'achèterai surtout pas Société Générale en ce moment. Il n'y a pas de support, hormis le SAR. Et le SAR, c'est pas tout de suite. Le SAR en trimestriel, et c'est pas tout de suite. On va passer à Crédit Agricole. Donc, Crédit Agricole, c'est à peu près la même configuration que Société Générale, mais mieux orientée. C'est-à-dire qu'elle est capée par le SAR année, la M20 année, la M7 année. Tout est baissière et en fait, il faut voir que là, on a un non-croisement baissier annuel. Donc, j'ai pas de résistance hormis sur l'unité de temps en elle-même avec ce SAR. Mais sinon, vous avez la M7 qui est sur le point de venir croiser la M20, puisqu'on a assez de périodes en fait pour commencer justement à coter cette M20 et le bande de Bollinger ici. Et du coup, bah, vous rendez vraiment compte en fait pour le coup que cette M20 là, elle se remet à baisser. Euh, Là ici, pour voir la polarité de M20, il faut tracer les clôtures à moins 20 périodes. Donc celle de cette année, elle est là, et après toute celle d'après, elle monte. Donc autant vous dire que euh, plus les prix en fait s'éloignent de ces clôtures ici, et plus les clôtures montent, et plus la M20 va être baissière en fait pour le coup. Donc en tendance de fond en annuel, c'est pas tip top. L'objectif de ce non-croisement baissier annuel, il est ici sur la bande des Bollinger Bass. Je pense pas que ça tomberait d'un coup comme ça dans celle de façon très forte, et justement ça laisserait probablement le temps aux bandes de Bollinger de passer en phase 4. Ça dépend de la volatilité en fait, histoire que ça puisse faire support quand même, parce que là actuellement elle est quand même à 1,35 et ça sous-entend plus de 90% de, de retracement depuis ses plus hauts. Voilà. En semestre, on est sous la clôture à moins cette période. Donc M7 est baissière, mais au-dessus de la prochaine, elle est située la prochaine à 8,42, et puis on a le Jack aussi là du prochain semestre qui est situé à 9,30 9,30 €. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc c'est plutôt neutre pour l'instant en semestre. De toute façon, ça se voit puisqu'on est en phase 1, donc il y a une réduction de la volatilité. Phase 1, c'est quand les bandes de Bollinger sont à plat et vous avez une réduction de la volatilité. Après, il faut s'apprendre avec des pincettes. Réduction de la volatilité, on est en semestre. Donc l'écart type reste quand même assez grand. C'est une unité de temps semestrielle, c'est 6 mois. Malgré ça, donc ça c'est
Statu quo ici sur l'unité de temps 6 mois, par contre, en trimestre, c'est pas joli du tout. On a, tout comme pour Société Générale, un non-croisement baissier également ici en fait. Et comme on a eu ces résistances là avec le Saranné notamment, ici, donc, c'est le point haut, hein, juste là, hein, sous le SAR trimestre. Donc, étant donné en fait qu'on a eu ces résistances, ici, on en avait une autre, voilà, juste là. Le point haut de cette année, c'est la clôture moins cette période annuelle qu'on a fait ici, hein, on le voit. Donc, c'est une résistance qui peut permettre la relance et surtout le lancement en fait véritablement du non-croisement baissier trimestre, même s'il a déjà bien donné, avec cet objectif qui est, et qui est la bande basse de Bollinger qui fait support à 7,65 euros. Donc ça, le non-croisement baissier trimestre, il a un objectif avec cette résistance ici à 7 euros et 65 centimes. Donc ça, c'est en trimestre. Mais autant vous dire que si on arrive là, il y a de fortes probabilités, de fortes chances qu'on enfonce en fait tout simplement et parce qu'il y a ce non-croisement baissier annuel qui a des objectifs bien plus bas que ces 7 euros. Donc en gros, Crédit Agricole, pour moi, depuis son top, là graphiquement, elle peut perdre 90% de sa valeur, c'est ce que je lis. Pour confirmer à court terme mensuel, il faudra voir si on fait ici le non-croisement baissier également en redondance mensuel, puisque là on est au-dessus des clôtures à moins cette période, mais après on va voir que là on va se retrouver en fait sur les clôtures les plus basses à partir du mois d'avril et qu'elles vont se mettre à monter. Donc les prix pour invalider là, ces deux patterns-là ferait mieux de se mettre à monter. Mais c'est ce que je vous disais avant, des non-croisements baissiers, ça a plus de 80% en fait de taux de réussite. Donc et franchement, ouais c'est ça, qui est plus de 80% de taux de réussite. Donc je me mettrai pas en face d'un 4 chances sur 5 de réussite d'un mouvement baissier en fait sur une action en essayant de l'acheter. Non, je ne ferai pas ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis en vente en fait aussi également sur Crédit Agricole. C'est les deux bancaires en fait que j'ai vendu. Alors j'ai pas l'habitude de faire de la vente à découvert, mais là pour des raisons personnelles et des opinions personnelles, tout simplement, je ne me suis pas privé. Et puis ça se trouve, je me le mangerai dans les dents parce que les banques centrales vont arriver, vont régler toute la question. Et puis voilà, ça va être super explosion, feu d'artifice, enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est possible aussi. En tout cas, dans l'optique de ces ventes, j'ai mes stops, en fait, et j'ai mes niveaux d'invalidation qui se situent, bien évidemment, au-dessus des résistances. Sachant que je ne vais pas forcer sur les shorts tout simplement parce que je considère là que le mouvement est en train de partir sur les bancaires et que ça doit continuer à se dégrader. Si je vois que ça se retourne, je ne vais pas forcer là. Il y a le catalyseur en ce moment qu'il faut pour que ces patterns graphiques partent. Et ces patterns graphiques, elles sont prêtes depuis l'année dernière. Elles ont déjà commencé à se mettre en place depuis l'année dernière. Donc du coup là c'est en début d'année on a le catalyseur en fait pour lancer ces patterns. Si ça se retourne c'est pas maintenant en fait que je vais que je vais forcer le marché à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire peu importe les éléments. Donc il y a ces zones de résistance de résistance tout simplement pour prendre une éventuelle perte. BNP, passons à BNP. Alors BNP, donc du coup, on a vu dans le tweet là que j'avais dit si elle continue, ça dépend si elle continue ou pas, etc. Bon, elle a continué et elle est repartie faire l'ancienne ATH. Elle a fait ça en début d'année, c'était très joli, c'est très 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 bien tenu BNP. Et donc du coup, on n'a pas eu le croisement ici, le possible faux croisement ou croisement baissier fort par rapport à lorsque l'on en a parlé. Euh, et, euh, et du coup, BNP, elle n'est pas dans la même configuration parce que vous voyez bien que Société Générale et Crédit Agricole, en fait, étaient en non-croisement baissier
trimestrielle, alors que ici on avait la M7 qui était déjà repassée au-dessus de la M20 en phase 4, et puis voilà, elle est plutôt haussière hein, BNP pour le coup. En annuel, elle est en phase de latéralisation, c'est assez large, mais c'est une phase de latéralisation, et en semestriel aussi. Alors pour BNP, du coup, j'ai pas d'avis euh, sur la question. Par contre, vu le climat en fait et vu la tenue des autres bancaires qu'on a vues françaises, j'achèterai pas BNP. Alors je la vendrai pas pour le coup, mais ce qui est sûr, c'est que je l'achèterai pas. Après, là, on voit qu'elle est en train de se dégrader, hein, comme les autres. Elle court au croisement baissier fort euh, semaine. Elle est en phase 3 baissière daily. Le mois prochain, là, si elle reste là, on va se retrouver sous la clôture à moins 20 périodes, donc la M20 va devenir mensuelle, va devenir baissière. Ces clôtures, elles montent, donc tant que les prix restent là, si les prix restaient à ce niveau-là et que les clôtures continuent à monter, la M20 deviendrait baissière quoi qu'il arrive. Ici, on est en phase 4, mais cette configuration, pour moi, ça ressemble plus à quelque chose en fait qui latéralise ou qui est venu en excès parce que c'est pas le bon moment en fait pour partir. Et en fait, ici, il faudra être très vigilant avec cet escalier de, des clôtures à -7 période pour la M7, parce que souvent, moi, ce que je vois dans cette configuration, c'est plutôt en fait une stabilisation dans cette zone, et après, vous avez un non-croisement aussi, en fait, de la M7. La M7 qui repart, c'est ce qu'on appelle une feinte de corps, en fait, puisque il faut le voir ici, vous avez vu votre phase 4, ici, boum, 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 phase 4. Donc, réduction de la volatilité, ça se voit pas parce que c'est plutôt, faut dire ce qui est le mouvement ici, en fait, par rapport au bol, on aurait pu avoir une grande phase 1 ici. Donc on n'a pas trop de tendance. Mais si on prend la technique telle qu'elle est, vous avez une phase 4 ici, là, à ce niveau-là, réduction de la volatilité. On revient sur la zone de neutralité au niveau de la M20. Et après, on stabilise à ces niveaux-ci. Et après, là, ça repart. Ça peut repartir en tous les cas. Donc, mais je l'achèterai pas pour autant parce que j'ai pas de support. Enfin, si j'ai du support ici, mais ils sont travaillés plus ou moins. C'est des configs. C'est pas très clair cette configuration justement parce que c'est dans une phase de stabilisation, je pense. Et puis avec les autres bancaires là, qui sont dans des patterns ultra baissiers, je pense pas que ce soit le moment d'acheter ici. Et en mensuel, quand on casse ici la clôture à -20 période et que la M20 commence à devenir baissière, non, je rentre pas. Je vais pas shorter ça, mais je rentre pas. Voilà. Donc pour les bancaires françaises, clairement, j'achèterai pas en fait. Je pense pas que ce soit le moment d'acheter. Je pense que ça va encore faire des plus bas. Et je pense qu'on va au-delà d'une grosse perte en capitalisation boursière pour les bancaires françaises. En tout cas, c'est ce que me disent mes graphiques. Tiens, je vais vous montrer l'euro USD vite fait pour que vous voyez quand même un non-croisement baissier ce que ça peut donner. Voilà, ici on avait un non-croisement baissier sur l'euro USD qui avait pris une résistance, je ne sais plus où, peu importe. L'objectif d'un non-croisement baissier, c'est le SAR et la vol basse. Ça, c'est une analyse que j'avais donnée en novembre 2021. On était à peu près sur les 1,15, 1,2. Et du coup, quand j'avais vu que le non-croisement baissier en fait se dessinait, j'avais dit bah c'est bizarre, mais l'euro il va sur la parité. Et aussi fou que ça puisse sur la parité est plus bas hein, parce que était sous les 1 la vol basse. Et aussi fou que ça puisse paraître, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça a mis, c'est une analyse qui, lorsque le trade a été pris, ça a mis 3 trimestres, ouais, 3 trimestres pour se produire. Donc les configurations, elles sont bien là pour comment ça s'appelle pour le coup les configurations elles sont bien là et parfois il faut avoir la patience en fait de laisser les choses se faire. Donc ça c'est un croisement baissier, boum, c'est l'euro dollar. Personne s'attendait à ce qu'on ait une crise comme ça. Enfin, il y avait quelques prémices, mais on savait pas à quel point, on savait pas qu'on aurait la guerre en Ukraine en fait quand l'analyse a été faite. Et derrière, parce qu'il y a eu la bataille avec le rouble, enfin ce genre de choses. Pareil aussi avec le dollar qui est devenu très fort. Donc personne ne savait tout cela en fait pour le coup. Mais par contre, graphiquement, la configuration était déjà installée. Donc pour les bancaires, la configuration est aussi. Je pourrais vous en montrer d'autres, hein, des non-croisements baissiers, j'en ai plein comme ça, je vous dis, ça fonctionne super bien.
Mais c'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment de doute quand je prends des positions, que ce soit à la hausse, soit à la baisse, avec des non-croisements baissiers ou haussiers, parce que ça fonctionne très, 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 très bien. Et donc, du coup, voilà, moi, quand je vois une configuration qui s'installe, des fois, je me dis, oh, c'est complètement fou. Je me souviens, quand j'étais avec mon mentor, mon formateur, c'est la personne qui m'a appris à trader avec cette méthode d'analyse technique et systémique. On était entre les 1,15 et les 1,20 en fait. Quand j'ai vu ce truc-là, je lui dis mais c'est pas possible, l'euro il peut pas descendre à 1, et je lui pose la question, mais qu'est-ce qui ferait que l'euro descende sur la parité avec le dollar en fait. Voilà, j'étais devant mon graphique, je dis c'est pas possible. Et pourtant, j'ai quand même pris ma position, j'ai laissé tourner, et ça l'a fait. Et derrière, on a eu les éléments qui sont venus expliquer pourquoi l'euro est descendu sur la parité. Et il y a eu beaucoup d'éléments, quoi. Ça arrivait d'un coup, mais c'est venu. Donc, graphiquement, c'est là. Donc, pour les bancaires, graphiquement, c'est là. Me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, on va peut-être avoir une belle crise des bancaires. Et visiblement, graphiquement, ça n'a pas l'air d'être fini. Ça a l'air d'être que le début. Euh, voilà, je vais passer à Deutsche Bank maintenant. Donc Deutsche Bank qui a été inquiété aussi après qu'il se soit attaqué à Crédit, que les spéculateurs je dis ça mais j'ai vendu Crédit Agricole et Société Générale, mais c'est pas pour les mêmes raisons, peu importe. Mais après que les spéculateurs se soient attaqués à Crédit Suisse, ils se sont donc attaqués cette semaine, en fin de semaine, à Deutsche Bank. Et Deutsche Bank, on voit qu'elle est capée ici par M7 année pour le moment. On a un croisement fort semaine, donc avec un escalier et des clôtures à moins 20 périodes qui montent, donc la M20 qui va mécaniquement baisser si on ne remonte pas. On va ouvrir une phase de baissière semaine. On a la possibilité, même si les clôtures à moins 7 périodes mensuelles sont très éloignées, on a la possibilité, si l'action des prix, parce que là ça part de la petite unité de temps, et ici de la balle haute trimestre en résistance, mais on a vraiment cette possibilité en fait pour le coup d'avoir un non-croisement baissier, moi si on venait ici casser les clôtures les plus basses tout simplement. Et petit bonus, parce que je viens de le voir, j'avais pas vu celui-là. Petit bonus, là, Deutsche Bank est passé sous la clôture à moins 7 période du prochain semestre. Donc le prochain semestre au mois de juillet, il y a le temps de venir voir. Mais en gros, si elle passe sous cette clôture-là, et que l'objectif, c'est comment dirais-je, l'objectif c'est la vol basse, et ben Deutsche Bank, là, elle va à zéro en fait, pour le coup. Donc on va peut-être avoir une faillite, tout simplement, de Deutsche Bank. Mais pour ça, il faudrait valider la clôture, en fait, sous la clôture moins cette période du prochain semestre, et être sous la M7 du prochain semestre. C'est possible hein, avec cette M7 année qui fait résistance, c'est pas impossible. Donc ça voudrait dire un non-croisement baissier mensuel fort. Ici, on est venu en fait, hein. On aurait pu ouvrir une phase 2 haussière trimestre, mais non en fait, le Jack, la clôture à moins 20 périodes trimestre, a fait résistance avec la balle au trimestre. On est en phase 1, donc étant en phase 1 et étant sous la M7 qui est redevenue baissière, et sous la M20 qui est toujours baissière, là l'objectif c'est la balle basse en fait, puisqu'on est en phase 1, donc c'est une phase de latéralisation et de range. Donc en trimestre, là, on fait haut, bas, et là, on a fait haut, on passe sous le milieu, ben c'est bas, et le bas, là, il est à 6,13. Donc autant vous dire que si on va à 6,13, ça veut dire que mécaniquement, le non-croisement baissier, on le fait, ça veut dire que mécaniquement, le croisement baissier fort semaine va nous donner une phase de haussière, phase de baissière semaine. Mécaniquement, cette résistance, elle va fonctionner, mécaniquement, on va se retrouver en non-croisement baissier semestre. Donc, moi, pour l'instant, graphiquement, Deutsche Bank, quand je vois ça, elle va à zéro. Elle va faire faillite. Sauf s'il se passe un truc qui retourne tout, comme je le disais juste avant. Mais ce truc-là, là, ça va à zéro, en fait, graphiquement parlant. Pour, euh, pour le coup. Voilà, donc ça, c'est pour Deutsche Bank. Donc, depuis tout à l'heure, les configs là, sur les bancaires que je vous ai donnés, hormis BNP, c'est des configs de bancaires qui sont capables de perdre entre 50 et 90% de leur capitalisation boursière depuis leur dernier plus haut. Je dis pas depuis leur attache, mais depuis leur dernier plus haut, ce qui est quand même
enfin, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Donc, tout ça pour dire, et c'est pas. Enfin, si pour le coup, c'est un conseil, hein. C'est un conseil parce que normalement, je devrais pas en donner, je suis pas habilité pour, mais on va dire c'est un conseil à l'envers, n'achetez pas de bancaire en fait. Pour le coup, n'achetez pas de bancaire. Là, les configurations, enfin, sauf si vous avez des arguments, moi je vous empêche pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas censé donner des conseils, je ne suis pas habilité pour cela et ni formé pour cela. Mais de ma maigre expérience de ce que je vois graphiquement, les banquières françaises, là, il n'y a rien à faire dessus, faut pas acheter ça, faut surtout pas acheter ça, c'est une grosse config importante de dégradation et vraiment avec des, des objectifs qui sont super bas, super bas. Voilà, on va passer à JP Morgan Chase. Donc JP Morgan Chase, du coup, les bancaires américaines, c'est un peu plus... C'est différent, bizarrement. Il me semble qu'en termes de risque, elles sont beaucoup plus risquées que les banques européennes, parce que les banques européennes sont vachement régulées. Ce qui paraît, c'est les banques les plus sûres au monde. Mais bizarrement, les configurations des bancaires américaines ne sont pas les mêmes. Alors pareil, j'achèterai pas en ce moment, puisque avec les secousses, là, on voit bien, on est en train de casser M cette année ici. Théoriquement, si on casse M cette année, on est au moins censé venir chercher la clôture à moins cette période de la prochaine période, voire celle actuelle. Bon, on voit qu'on a cassé plusieurs fois M7 année ici, et c'est pas pour autant en fait qu'on est venu chercher les clôtures moins 7 à moins 7 euh, période, peut-être parce qu'en fait on était plutôt ici en termes de support en semestriel là dans cette escalier là, je ne sais pas, j'ai pas vu ça en ce moment, j'ai pas regardé spécifiquement. Le fait est que ici la M7 en trimestre elle repasse baissière, on était en train d'évoluer au-dessus de la M7, peut-être pour aller faire un non-croisement haussier, en fait, tout simplement. Et puis, bah, au final, on s'est arrêté bien avant les clôtures à moins cette période. Donc là, faudra voir, en fait. Ici, pareil, si on met pas un non-croisement baissier mensuel, là, pareil, on passe sous la clôture à moins cette période. Ici, on a un croisement baissier fort semaine, une possible phase de baissière semaine. Bon, bah, j'achète pas ça pour le moment, c'est pas clair en fait. Je dis pas que, comme les bancaires françaises, ça va chuter de fou, mais en tous les cas, c'est une configuration qui est un peu chancelante, qui n'est pas claire. Donc, personnellement, moi, j'achèterais pas ça. Je pense qu'il y a d'autres choses à acheter. Il n'y a pas que les bancaires sur le marché. On va regarder Bank of America. Alors, Bank of America, par contre, elle, c'est beaucoup plus marqué, c'est beaucoup plus dangereux, puisque là, on prend la configuration annuelle. Pareil, Bank of America, elle peut descendre à, je vous le dis tout de suite, à 1 ou 2 dollars, entre 1 et 2 dollars, allez, on va dire 5, entre 1 et 5 dollars, parce qu'il y a le SAR qui pourrait faire support ici. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez la M20 en fait, qui est déjà baissière cette année, parce qu'on est passé en fait sous la clôture à moins 20 périodes, et ces clôtures-là, elles montent. Donc si elles montent et que les prix sont ici, la M20 va continuer à baisser. Là, on est en train de passer, mais on est qu'au début de l'année se finit dans 9 mois, mais on est en train de passer en fait sous la clôture à moins cette période de l'année prochaine. Donc si on fait ça, ça veut dire que la M7 et la M20 vont devenir baissières toutes les deux. On pourrait avoir potentiellement un croisement baissier fort. Croisement baissier fort, l'objectif c'est ici le SAR et la balle basse tout simplement. En plus, on voit que c'est à plat. Ça se trouve, c'est un gros range, on a un méga double top. Donc, possibilité de revenir ici à 1-2, c'est pas impossible. C'est d'autant plus pas impossible que là, en mensuel, les bols sont en train de s'ouvrir. Ici, on peut partir en phase de baissière. Et là, on est en train potentiellement de partir euh, au croisement fort mensuel. La M20, là, on est passé sous les clôtures au niveau, au niveau de la M20. Donc, du coup, la M20 devient baissière, la M7 devient baissière. Voilà, encore une fois, avec ici, là, bon, elle peut se rattraper, hein, franchement, elle pourrait très bien se rattraper sur M20 semestre, ici. Mais bon, croisement fort in extremis en semaine.
possible phase 2 baissière moi. Ouais. Faudrait voir si, je sais pas moi, si elle clôturait par exemple à 25,90 à la fin du mois de mars, moi je serais pas surpris. Et on aurait le début d'un flux. Voilà. Alors par contre, j'ai rien shorté au niveau des bancaires américaines. J'ai juste pris sur les valeurs françaises. Mais en tous les cas, pareil. Là, vous avez déjà un flux ici en weekly, en semaine, une phase de baissière, potentiellement la semaine prochaine une phase 3 par propagation dynamique, parce que regardez, hein, on a eu phase 2 ici en jour, phase 3, plus phase 3, la phase 2 semaine plus phase 3, peut-être le début de la phase 2 baissière mensuelle. Et ça peut se propager comme ça, hein, jusqu'en bas, hein, en trimestre. Bim, on arrive à 19, on ouvre, bim, on arrive ici à 9, 10, etc. et tout. Cette configuration-là, on peut avoir une boucle ici de propagation dynamique où tout devient baissier comme ça, boum, 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 pour arriver jusque sur le support ici. C'est possible, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne la propagation dynamique. Voilà, donc j'achèterai pas Bank of America. Morgan Stanley. Donc, Morgan Stanley, elle se tenait bien, elle se tenait vraiment bien là ici. C'est pas mal, hein. Elle était sur M7, sur M7 semestre, en phase 2 haussière annuelle. Voilà, bon, et bien on a une dégradation aussi, pareil. Du coup, là, sur ces 2-3 dernières semaines, et on a notre M7 trimestre qui passe baissière en fait, tout simplement. Alors, on n'a pas de résistance pour pouvoir pricer, on n'a pas de résistance sur une unité de temps supérieure pour pouvoir pricer en fait ce qu'on appelle un refus de phase 3 haussière. Puisque là, la phase 2, c'est quand les bois elles divergent ici, boum, et après quand elles se mettent parallèles comme ça, celle du bas qui monte en même temps que celle du haut, vous avez une phase 3 haussière, normalement vous faites des plus hauts dans ce genre de configuration. C'est une relance en fait, c'est ce qu'on appelle la phase 3 haussière. Sauf que là, au lieu de partir en phase 3 haussière, on est en train de passer en fait sous les clôtures à moins cette période trimestre. Donc, ce qui pourrait s'apparenter à un début de refus de phase de haussière, mais encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de résistance pour pricer cela. Donc, on fera quand même attention ici au SAR, en fait, qui pourrait faire support et qui pourrait relancer tout simplement dans la phase 3, des bandes de Bollinger qui pourraient relancer à la hausse. Et si jamais ça relançait un SAR ici relancé à la hausse, puisque là, la M7 trimestre, on baisse. Donc je suppose que ça va continuer à baisser, puisqu'on est venu casser les clôtures. Si jamais ça relançait à la hausse, on irait faire un plus haut, puisque le setup en fait de ce SAR en fait qui provoque un rebond dans une phase 3, l'objectif de ce setup c'est de faire un plus haut. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On voit que la semaine prochaine, on court au croisement fort avec des clôtures qui montent. On voit que c'est chancelant ici en mensuel, qu'on essaie un non-croisement baissier un peu bizarre. Voilà, donc en tout cas, il y a du support, elle est beaucoup mieux orientée, hein, avec M7 semestre. Mais, et puis, voilà, faire attention, pour regarder sur les supports comment elle pourrait se comporter. Elle n'est pas orientée comme, comme les autres. Donc c'était Morgan Stanley, on va finir avec Goldman Sachs. Et du coup, Goldman Sachs, c'est pareil, c'est la même configuration, M7 trimestre, mais par contre, elle teste au point près sa clôture, moi, cette période de cette année, juste ici, là, le trait bleu, et donc elle acte que la M7 est baissière en ce premier trimestre 2023, et que le prochain trimestre, pour l'instant, elle va ouvrir aussi au début avril, sous cette clôture-là, donc la M7 reste aussi baissière. Mais attention quand même, parce que on est quand même sur support ici avec M7 semestre. Elle est toujours bien orientée. Il y a le SAR juste ici. Donc moi, tant qu'on casse pas le SAR, ou en tout cas le SAR du prochain trimestre, je resterai vigilant parce que ça peut être un bel achat pour ces deux dernières banques là pour pouvoir refaire un plus haut. Mais dans tous les cas, en fait, ouais, puisqu'on a M7 année ici qui peut faire support et qui est convergente avec le SAR en fait. Donc pourquoi pas revenir ici sur les plus bas pour ces sur ces, pour aller désolé pour le bruit après la machine à laver, le voisin qui fait des travaux. C'est pas grave, la vidéo est bientôt terminée, excusez-moi. Mais donc du coup
ouais, je vous disais, pourquoi pas revenir là sur cette zone des 260, ouais, des 260 entre 270 et 280. Ici, il faudrait voir en fait si le support fonctionne en fait tout simplement. Oui, là, ça pourrait être une occasion d'achat. Mais voilà, il n'y a que ces deux banques où potentiellement, j'aurais pu te dire, éventuellement, avec ces supports, support forts, et elles sont mieux orientées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, là, on a un beau double top en weekly. Faut voir, hein, parce que là, ça peut partir en phase de baissière. Voilà. Donc, pour les banques, c'était tout. Voilà, voilà pourquoi j'achèterais pas les bancaires, pourquoi j'achèterais pas Deutsche Bank, pourquoi j'achèterais pas Crédit Agricole, Société Générale. Pour BNP, je suis un peu plus réservé, la configuration n'est pas claire. Et puis on voit que pour les banques américaines, les configurations sont pas aussi prononcées en termes de setup baissier. Et pendant ce temps-là, donc, je fais un petit point sur le Bitcoin que je vais opposer aux bancaires, c'est assez drôle. Bah, le Bitcoin qui a trouvé du support ici, hein, mais ça j'en ai déjà beaucoup parlé, sur MC, autour des M7 années, entre 15 000 et 16 000 dollars, enfin 15 000 et 17 000 dollars, et qui, lorsqu'il était revenu ici sur les 25 000 dollars, ben, moi j'ai racheté ici en fait, hein, j'avais donné ce call là. Faut savoir que le Bitcoin a pris depuis ses plus bas. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Merci. A pris depuis ses plus bas. Ok, à l'envers, pourquoi pas. On va la refaire. 86% en fait. Donc quand vous avez des bancaires là, qui perdent 8, 10, 15, 20%, enfin même plus hein, pour certaines, dans ce même temps, vous avez le Bitcoin qui prend presque 100% en fait, qui double sa valorisation. C'est juste énorme. Alors moi je vous avoue que quand je vois ça, je me pose d'énormes questions. Parce que après c'est pas les mêmes flux hein, en termes de capitaux, mais le fait est que le Bitcoin, là, s'est vachement renforcé pendant cette période, 86%. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et pendant ce temps-là, vous avez des bancaires avec des patterns baissières. Alors, je vous le dis tout de suite, je suis pas pro Bitcoin maximaliste, ce que vous voulez, mais quand je vois mes graphiques et quand je vois des oppositions comme ça entre des actifs financiers purs, économiques, là, on parle de flux monétaires, on parle de banques, on parle de spéculation, on parle vraiment de monnaie en fait pour le coup, on parle de l'utilisation de la monnaie, des supports, des vecteurs de la monnaie, puisque le Bitcoin, c'est un projet aussi qui va dans ce sens-là. Je vous avoue que quand je vois 86% comme ça, bon après c'est à l'image du Bitcoin, hein, c'est très volatile, donc c'est pas non plus étonnant, et ça c'est pas en termes de taille de flux, c'est pas du tout les mêmes flux. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle grandement et rudement quoi, de me dire mais c'est incroyable de voir des banques dans des setups baissiers comme ça qui peuvent perdre jusqu'à 90% de leur valorisation et pendant ce temps-là le Bitcoin lui il a pris 90%. Donc je m'interroge en fait là-dessus, de savoir si il y a une véritable corrélation. Si on est dans une révolution financière et monétaire, pourquoi pas. Je veux dire, on a bien eu la révolution industrielle par le passé, enfin, on a eu tout un tas de révolutions. Le monde n'a pas toujours été ce qu'il a été, il n'a pas toujours fonctionné comme il fonctionne aujourd'hui. C'est une perpétuelle évolution. Donc, quand je vois ça, je suis ouvert à beaucoup d'hypothèses, en fait. Alors, je dis pas que ça va se passer de telle ou de telle façon, mais je ne peux m'empêcher de m'interroger, en fait, sur cet aspect des choses. Et puis ça se trouve, je me trompe totalement, mes configurations graphiques vont toutes s'invalider, les banques centrales elles vont arriver, elles vont tout sauver, et puis on n'en parlera plus en fait, voilà, et je me serais trompé. Mais pour le coup, en tout cas, je m'interroge, est-ce que vous aussi, je ne sais pas, est-ce que vous aussi ça vous interroge de voir des choses comme ça? Est-ce que vous avez vous-même un avis sur la question par rapport à la crise bancaire en cours? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous pouvez mettre éventuellement en commentaire quelle utilisation de Bitcoin, si jamais vous êtes investisseur ou que vous en détenez, quelle utilisation vous comptez en faire? Est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce que c'est parce que vous pensez que il faut avoir des cryptos parce que plus tard, enfin voilà, que le monde va changer? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire part de vos avis et vos opinions.
dans les commentaires de cette vidéo ou sur Twitter. Enfin voilà, moi je suis toujours très ouvert à ce type d'échanges. J'aimerais pas rester tout seul dans mon coin avec mes réflexions. J'aime bien les opposer, les opposer à d'autres personnes aussi. Voilà. Du coup, je vous remercie. Oui, non, juste une dernière chose sur le Bitcoin. Là, je vois qu'on a la possibilité de revenir en fait sur les 25 000 dollars. Tout dépend en fait si on reste sous les 28 000. On pourrait faire un refus de phase 3 sur zéro résistance pour le coup. Mais ce que je regardais là hier, en fait, c'est qu'on était la M7 de la semaine prochaine, elle est à 25 000 dollars et que là, et qu'elle fait support à 25 000 dollars. D'ailleurs, on a une zone, hein, c'est marrant parce qu'elle est là, cette M7, et puis on a un support de prix ici, en fait, en gros, oui, puisqu'on avait la résistance des 25 000 dollars qui a été cassée, et donc il faudrait tester potentiellement cette résistance des 25 000 dollars qui pourrait faire support maintenant, et on aurait une convergence des 25 000 dollars ici, avec la M20 jour demain dimanche, en fait, pour le coup. Donc je me demande si le BTC pourrait pas venir après cette conso et après avoir fait des closes, s'il pourrait pas venir tout simplement revenir à sa moyenne et faire un refus de phase 3. Il n'y a pas de résistance, certes, mais tout simplement pour retester les 25 000 dollars qui étaient résistance et font support. Là, on a une convergence d'indicateurs ici de la prochaine et de cette semaine. Donc pourquoi pas voir si on peut revenir tester ces 25 000 dollars et repartir pour monter sur les 33 000 dollars autour, les 32 000 le prochain sur la M20 mois qui est mon objectif. Euh, qui est vraiment mon objectif en fait, mon premier véritable objectif depuis les supports dont je vous parle depuis des mois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'ai été ravi de pouvoir partager toutes ces analyses avec vous. Je répète encore une fois que mes analyses et mes opinions ne sont pas des conseils en investissement financier. Je ne suis pas habilité pour ça. Je le fais par plaisir parce que je suis passionné parce que que je sais que ça en intéresse beaucoup, et donc du coup je le partage, mais vous êtes vraiment décisionnaire de vos choix, vous faites ce que vous voulez, je ne vous incite à rien, je ne vous vends à rien, je dis tout simplement ce que je pense. Et puis en plus, c'est quand même on parle quand même des valeurs qui sont hyper liquides. Donc voilà, je veux dire, on ne pourrait pas pumper les valeurs ou dumper les valeurs dont je viens de parler. Allez, et d'ailleurs j'arrête de parler, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt.